piqué. On est en piqué. Un vol régional vers Détroit Allez, redresse-toi. se termine en vrille fatale. L'impact a été terriblement violent et destructeur pour l'appareil. Tout s'est passé extrêmement vite. L'analyse des données de vol Dégivrage, norme 7. mène à une découverte stupéfiante. C'est comme à Roselone. Le danger qui a condamné le vol 3272 est connu depuis longtemps dans l'aviation civile. Pourquoi attendre? Dans l'aviation, les mythes ont la vie dure. Pour remplir leur mission, les enquêteurs se confrontent à l'autorité de régulation de l'aviation civile. Le moment était venu de briser le mythe. À bord du vol Comair 3272, 26 passagers se rendent à Détroit, dans le Michigan. Il s'agit d'une liaison courte, desservie l'après-midi par l'une des principales compagnies aériennes régionales des États-Unis. L'appareil exploité par Comair est un bipropulseur Embraer 120 de fabrication brésilienne. Cet avion se comportait de manière tout à fait correcte dans tous les régimes de pilotage qui étaient adaptés au type de liaison que nous prenions en charge. Darinda Ogden est alors hôtesse de l'air chez Comair depuis 5 ans. Votre boisson. Merci bien pour les glaçons. Kenneth Reese, le copilote, et Dan Carlsen, le commandant de bord, échangent alternativement leurs postes depuis le matin. C'est la 3e desserte de la journée. Kenneth Reese officie comme commandant. J'ai volé avec Kenneth 2 ou 3 fois. Stuart Lauer est un ancien pilote de Comair. C'était un pilote très compétent. Il connaissait son métier. Vol 3272 à Détroit. On est à 2:39. Le vol Comair 3272 a décollé à 15h08 d'un aéroport situé à Cincinnati, dans l'Ohio. Il doit atterrir peu après 16h à Détroit, dans le Michigan. Il s'agissait simplement de voler du point A au point B et de conduire les passagers à destination en toute sécurité, tranquillement. 030 en approche destination, Comair 3272. L'équipage se repose sur le pilotage automatique, tandis que l'avion amorce la descente de 19 000 pieds. À l'approche de sa destination, Un trou d'air. l'appareil rencontre quelques turbulences. Malgré cet imprévu, le vol n'enregistre aucun retard. Au contrôle d'approche de Détroit, Stephen Cochrane guide le vol 3272 dans sa trajectoire vers la piste. Comair 3272, approche Détroit, axe 050, piste 3 droite. Ce jeudi n'est pas plus chargé que les autres pour ce contrôleur expérimenté. Détroit, Cactus 50 à 3000. L'équipage d'un Airbus signale son approche. Cactus 50, approche Détroit, guidage pour piste 3 droite. L'Airbus est plus gros. Le contrôleur veut le faire atterrir avant le vol Comair 3272. L'Airbus était plus rapide que le vol Comair. Le contrôleur aérien lui a donné la priorité sur le bipropulseur et a demandé à ce dernier de réduire sa vitesse. Comair, maintenez à 190 nœuds. Avisez si impossible. Reçu. 190 nœuds, Comair 3272. Kenneth Reese, le copilote, réduit la vitesse de l'appareil à 190 nœuds pour laisser l'Airbus en approche atterrir le premier. Le fait que le vol 3272 soit juste derrière Cactus 50 ajoutait un petit peu de complexité à la manœuvre d'approche. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente finale vers Détroit. Veuillez attacher votre ceinture et rabattre votre tablette.
L'avion de liaison régionale doit atterrir dans moins de 15 minutes. Checklist de descente. C'est dans la phase d'approche que le pilote a le plus à faire. Et c'est le moment où il a besoin également de l'assistance du pilote automatique. Dégivrage, Pare-brise, propulseur, norme 7. pressurisation, Alors que l'avion s'approche de 8000 pieds, les pilotes effectuent les vérifications d'usage. auto, Quand on atterrit, il y a ce qu'on appelle le cockpit stérile. En marche. On ne bavarde pas, c'est strictement professionnel. Comair 3272, réduisez vitesse 150. Le contrôleur aérien demande à l'équipage de réduire sa vitesse à 150 nœuds. Comair 3272. Réduisez vitesse 150. vitesse 150, Comair 3272. Il faut toujours qu'ils nous disent tout deux fois. Trouble de la mémoire immédiate. Tu crois? Ouais, je crois. Comair 3272. Virez à gauche, axe 090. Axe 090, Comair 3272. L'avion répondait correctement à tous les ordres du contrôle aérien et ne signalait aucun problème. L'avion vire à gauche pour effectuer sa courbe de descente. Kenneth Reese, le copilote, s'attend à ce que le pilotage automatique rétablisse ensuite l'assiette. C'est le signal de vitesse faible. Je vois. J'augmente. Le commandant de bord pousse la manette pour accroître la vitesse. La manœuvre reste sans effet. Immédiatement, le pilotage automatique se désactive. Le pilote automatique était enclenché. Leur sort était scellé. Le copilote lutte pour rétablir l'assiette manuellement. Il faut y aller pour contrôler manuellement les commandes. Il faut forcer physiquement jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Le copilote force le manche vers la droite pour essayer de corriger la forte inclinaison à gauche. Ça n'a rien changé. L'avion a continué de rouler vers la gauche. On est en piqué, on est en piqué. Non, non, non! Oh non. On n'abandonne pas, on tente tout pour rétablir. Allez, redresse-toi. Non! Mon Dieu. Mais l'équipage semble ne rien pouvoir faire pour arrêter la descente en vrille. L'appareil était pour ainsi dire hors de contrôle. L'altitude était désormais insuffisante pour redresser. L'impact a été terriblement violent et a complètement détruit l'appareil. Le vol Comair 3272, parti de Cincinnati à destination de Détroit, s'est écrasé dans un champ à 35 km au sud-ouest de l'aéroport. Les premiers secours et la presse arrivent sur le lieu de l'accident. Ils découvrent rapidement que les 26 passagers et les 3 membres d'équipage ont tous péri. Nous tenons à présenter nos condoléances aux familles. Nos pensées vont vers ceux qui ont perdu leurs proches aujourd'hui. Les familles et amis des 29 victimes sont plongés dans la stupeur et la détresse. Comment un vol régional en approche d'un grand aéroport américain a-t-il pu se solder par un tel drame?
Le matin suivant l'accident, de grandes marques noires sur le sol gelé signalent la zone d'impact fatale du vol Comair 3272. Familles et amis assistent à une cérémonie funèbre en hommage aux victimes. Une équipe du NTSB est déjà à pied d'œuvre pour récupérer des débris de l'appareil destiné à l'enquête. La vache, quel froid! John DeLisi, expert en technologie du NTSB, est confronté à l'un des plus grands défis de sa carrière. On savait que l'avion était en approche vers Détroit quand le drame s'est produit, que quelque chose avait brusquement mal tourné. Sale état. Richard Rodriguez, du NTSB, dirige l'enquête. Notre mission était de trouver les causes de l'accident et de faire des recommandations pour éviter qu'il ne se reproduise. La première tâche des enquêteurs consiste à trouver les boîtes noires afin de les analyser en laboratoire. On a passé environ 8 heures le premier jour à séparer les débris. En fin de journée, on a trouvé l'enregistreur de conversation du cockpit et l'enregistreur de données de vol, et on les a rapportés à Washington. Envoyez les deux au labo. En attendant des nouvelles des boîtes noires, les enquêteurs se rendent à l'aéroport de Détroit. Ils veulent entendre la dernière personne qui a parlé au pilote, le contrôleur d'approche. C'était l'heure de pointe et des conditions hivernales. Le contrôle aérien nous a appris que le temps était mauvais et que les avions commençaient à s'accumuler dans la zone d'approche vers Détroit. Le vol 50 d'American West Airlines a établi le contact juste après le vol 3272. Détroit, Cactus 51, 3000. J'ai dit au vol de Comair de réduire sa vitesse. Comair, maintenez à 190 nœuds. Avisez si impossible. J'ai fait en sorte qu'il y ait une vraie distance. Il y avait d'autres avions en approche vers Détroit. Donc lorsqu'ils seraient proches les uns des autres, il pourrait y avoir un problème si la turbulence de sillage d'un appareil en affectait un autre. Une turbulence de sillage est un tourbillon horizontal qui suit immédiatement un appareil. Lorsqu'un avion vole trop près du sillage d'un autre, il peut être frappé par une violente et soudaine turbulence. Donc, voilà l'Airbus du vol 50 d'American West Airlines. L'Airbus est presque 2 fois plus gros que l'Embraer 120. Et voici notre vol Comair 3272. La turbulence de sillage de l'Airbus a-t-elle fait brusquement décrocher le vol 3272? On devait vérifier si l'avion qui s'était écrasé avait volé sous l'autre appareil et croisé son sillage. Il est à quelques kilomètres derrière et 1500 pieds au-dessous de l'Airbus. Il a pu toucher son sillage. Récupérons les données auprès de la NASA. Un accident lié à une turbulence de sillage semble possible. Mon Dieu! Mais les enquêteurs ne pourront le savoir que si les experts de la NASA analysent les données de radar. Parallèlement, Richard Rodriguez explore d'autres pistes. Qu'en est-il des hélices? Il connaît bien ce type d'appareil, car il a enquêté sur des accidents antérieurs impliquant l'Embraer 120. La pale d'hélice d'un Embraer 120 s'était disloquée suite à une fissuration par fatigue lors d'un accident précédent en Géorgie. L'équipage avait réussi à atterrir, mais au prix d'un pilotage très difficile. Dans 2 cas précédents, une pale d'hélice s'était partiellement détachée en plein vol. L'incident s'était-il reproduit? Si l'équipage du vol 3272 n'arrivait pas à contrôler l'appareil, ça avait pu être à l'origine du problème. Richard Rodriguez examine les données relatives au point de chute des hélices sur le site de l'accident. Il fait une découverte troublante. Un fragment d'une hélice a été retrouvé à 23 mètres du principal point d'impact.
Une question s'impose à l'enquêteur. S'agit-il d'un troisième cas de défaillance d'hélice sur un Embraer 120? Il faut qu'on examine les pales d'hélice. Il fallait qu'on récupère les pales d'hélice pour vérifier qu'elles étaient intactes à l'impact. L'enquêteur analyse le fragment de pale à la recherche de traces de défaillance. Si les pales étaient bien fixées et en rotation à l'impact, elles ont percuté le sol avec une grande force, ce qui a dû produire des dégâts caractéristiques sur chaque pale. Voilà les dégâts d'impact. Elles ont tourné jusqu'à la fin. L'examen ne laisse aucun doute. Les hélices se sont disloquées au moment de l'impact, mais elles n'ont pas connu de défaillance en vol. On a pu établir qu'aucun objet ne s'était détaché de l'appareil durant son vol. En écartant une cause possible de l'accident, les enquêteurs découvrent un élément étonnant. Richard, Qu'est-ce que tu as trouvé? la poignée coupe-feu moteur. Je crois qu'elle a été actionnée. Comment tu le sais? C'est la poignée qu'un pilote peut saisir, tirer et tourner lorsqu'un des moteurs est en feu. Cette découverte a des implications saisissantes. Alors, on creuse la piste d'un feu moteur? Oui, mettez ça là. Les enquêteurs du NTSB explorent désormais une piste troublante pour essayer de comprendre pourquoi le vol Comair 3272 s'est écrasé. Il semble que l'un des pilotes ait actionné la poignée coupe-feu moteur. L'équipage essayait peut-être de stopper la propagation d'un incendie. C'est sûr, il y a eu un feu, mais à quel moment? Les moteurs portent les traces visibles d'un incendie. Mais les enquêteurs doivent déterminer si le feu a commencé avant ou après l'impact de l'avion. Le feu en vol se caractérise généralement par une température plus élevée que le feu au sol. On aurait donc dû voir normalement une désintégration ou une fonte du capot moteur, par exemple. Si l'incendie s'est déclaré en plein vol, les enquêteurs devraient trouver des marques de suie horizontales. Si le feu a démarré au sol, les flammes ont laissé des traces dirigées vers le haut. En l'occurrence, la température était peu élevée et les traces de suie étaient verticales. Il n'y avait pas de flux d'air qui allait dans le sens d'un incendie en vol. Je vois des traces de feu après impact. Il n'y a pas eu de feu en vol, c'est clair. Après un examen plus approfondi, on a vu que la position tirée de la poignée n'était que le résultat du choc violent qui s'était produit à l'impact. La piste de l'incendie écartée, les enquêteurs se tournent vers l'analyse par la NASA des données radars d'aéroport pour y trouver des éléments susceptibles de prouver que le petit bipropulseur volait trop près de l'Airbus. Ça règle la question. Les résultats sont formels. C'est pas la turbulence de sillage. Les données fournies par la NASA révèlent que la turbulence de sillage de l'Airbus n'a pas pu descendre jusqu'à l'altitude de vol de l'Embraer 120. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. Les causes du crash qui a entraîné la mort de 29 personnes peu avant l'atterrissage restent une énigme. Tout le monde est prêt? Mais les informations stockées dans l'enregistreur de données de vol sont enfin accessibles. Moteur gauche, s'il vous plaît. Elles devraient fournir de précieux détails sur le fonctionnement de l'appareil, Moteur droit. jusqu'au moment de l'impact. Ça commence là. Le moteur consomme le carburant, la vitesse ne change pas. Les données montrent un détail étonnant. Juste avant la brusque perte de contrôle de l'avion, les moteurs tournent à haut régime, mais sans effet sur la vitesse. L'enregistreur de données de vol indiquait que l'avion avait subi une dégradation importante de ses performances. Regardez ce qui se passe ici. Le pilote automatique est activé.
L'avion vire. Il devrait rétablir son assiette. Mais il ne le fait pas. Il continue de virer sur l'aile. Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que l'appareil a continué de virer sur l'aile, alors même que le pilote automatique lui ordonnait de rétablir son assiette. Quelque chose annule la force des moteurs. En analysant les données, Richard Rodriguez pense avoir peut-être trouvé ce qui a dégradé les performances de l'avion. 4000 pieds, il décroche en piqué. L'enquêteur reconnaît les signes d'un phénomène qu'il a déjà observé. C'est comme à Roselone. En octobre 1994, l'équipage du vol 4184 d'American Eagle perd soudainement le contrôle de son bipropulseur. L'avion tombe en piqué et s'écrase près de la ville de Roselone, dans l'Indiana. Les 68 personnes à bord sont tuées. La cause réside dans un phénomène appelé givrage, au cours duquel de la glace s'accumule sur les ailes, ce qui entraîne un décrochage aérodynamique. Quand ça se produit, l'avion ne génère plus la portance qui est nécessaire. Le terme décrochage fait référence à une perte de portance. Quand il y a décrochage au niveau d'une aile, la portance se dégrade. Après l'accident de Roselone, la Federal Aviation Administration s'est inquiétée des performances des avions de type bipropulseur en cas de givrage. La FAA est à ce point préoccupée qu'elle ordonne des tests à grande échelle. Elle fait pulvériser du givre sur un bipropulseur en plein vol par un avion-citerne. Ils ont constaté que la glace s'accumulait sur le dessus de l'aile et que cette accumulation produisait une forte traînée. Les tests en conditions de vol révèlent surtout qu'une couche de glace aussi fine que du papier de verre pouvait entraîner de graves problèmes de pilotage. On a été très surpris de découvrir qu'une quantité très faible de glace suffisait à affecter l'aérodynamique et potentiellement la portance d'une aile. En mars 2001, un autre bipropulseur a subi un phénomène de givrage et a chuté de 8000 pieds avant que le pilote ne reprenne le contrôle de l'appareil. Ce pilote était Stuart Lauer. J'ai carrément tremblé ce jour-là. J'ai ressenti l'adrénaline. Comme celui de Stuart Lauer. C'est le signal de vitesse faible. Je vois. Le vol Comair 3272 a brusquement décroché. C'est compliqué sur le plan de l'aérodynamique, surtout quand il y a des dépôts de glace sur l'avion. À ce moment-là, c'est très difficile de redresser, sauf si on regagne de la vitesse, et le seul moyen de le faire, c'est de pointer le nez de l'avion vers le sol. Ce qu'un pilote ne fait pas s'il veut rétablir l'assiette. Allez, redresse-toi! On est en piqué, on est en piqué! Non! Mon Dieu! J'ai eu de la chance. J'avais de la marge en termes d'altitude. Mais il m'a fallu plus de 7000 pieds pour reprendre le contrôle de l'appareil. Eux, ils n'avaient que 4000 pieds. Examinons les conditions de vol. Les enquêteurs doivent analyser les conditions météorologiques auxquelles l'équipage a été confronté en se rapprochant de Détroit. Affichez-moi les données météo. Ils savent que pour permettre à la glace de s'accumuler sur les ailes, La trajectoire de vol. la température, les précipitations et la vitesse de vol doivent s'inscrire dans des plages de valeurs très précises. Les données météo ont commencé à esquisser un tableau où l'avion en approche volait dans ce qui était considéré comme des conditions de givrage modérées. Cactus 50, piste glissante et visibilité faible. Indiquez vos conditions. D'après le contrôle aérien de Détroit, d'autres appareils, notamment l'Airbus en approche devant le vol Comair 3272, ont signalé des conditions de givrage. 237 à 0 degré, givrage modéré avec possibilité de bruine se congelant. Reçu. Comair 3272, indiquez vos conditions.
Fait étrange, l'équipage du vol Comair ne signale aucun givrage. Comair 3272, quelques turbulences, mais c'est tout. Ils ont forcément eu des conditions de givrage. Les enquêteurs savent qu'une couche même fine de glace peut être dangereuse. Les pilotes du vol Comair n'ont peut-être pas vu la glace sur les ailes. Sur l'Embraer, il y a probablement 6 mètres entre la vitre du cockpit et le dessus de l'aile où la glace se dépose. Donc il est très difficile de voir dans des conditions de faible luminosité, car l'Embraer volait par temps nuageux en fin de journée. Mais un détail semble ne pas coller. Si l'équipage du vol Comair a perdu le contrôle à cause du givrage, pourquoi a-t-il été le seul affecté par la météo? Aucun autre appareil en approche vers Détroit n'avait connu de problème. Il fallait donc qu'on recherche ce qu'il y avait de spécifique à cet avion. Les enquêteurs du NTSB sont désormais certains que le vol Comair 3272 a subi un phénomène de givrage. Mais ils ne savent pas si ce givrage était assez sévère pour entraîner la perte de l'avion. Il nous fallait comprendre quel rôle le givrage avait joué dans le retournement lent et régulier que l'appareil semblait avoir subi. En quête de réponse, ils se rendent dans un laboratoire d'essai de la NASA. Ils espèrent y voir de leurs propres yeux comment et à quel stade le givre a pu se former sur les ailes de l'Embraer 120. Prêt à démarrer? On a aidé le NTSB à cerner les formes potentielles de givre et comment ces formes avaient pu affecter les paramètres de vol. Tom Radvaski est chercheur à la NASA. Une section d'aile est placée dans une soufflerie. On a pu se procurer une vraie section d'aile d'un Embraer 120. On commence. Température et vitesse du vent. La température avait été refroidie pour simuler les conditions de vol et le ventilateur reproduisait la vitesse de l'air durant le vol. Ajoutez les précipitations. Il y avait aussi des rampes de buse qui pulvérisaient de l'eau à l'état liquide dans le flux d'air. Le test reconstitue de manière précise les conditions de vol de l'Embraer 120. Lentement, presque imperceptiblement, la glace commence à s'accumuler sur l'aile. Même dans une soufflerie éclairée, c'était très difficile à déceler. La glace qui s'était déposée était relativement claire. Elle était très dure. La glace modifiait les caractéristiques de surface de l'aile, de sorte que l'aérodynamique de l'aile ne jouait plus le rôle qu'elle devait jouer. On peut effectuer des mesures? Les résultats laissent peu de place au doute. Tout semble indiquer qu'une couche de glace fine mais dangereuse s'est formée sur les ailes de l'Embraer 120. La NASA nous a fourni de solides éléments pour penser que l'accumulation d'une fine couche de glace constituait un problème réellement dangereux pour l'équipage et pour l'appareil. Merci de votre aide. Merci. Mais un aspect de l'accident ne trouve pas d'explication dans le test réalisé par la NASA. Comme la plupart des avions de ligne, l'Embraer 120 possède des systèmes anti-givrage et de dégivrage pour faire face aux conditions hivernales. Les enquêteurs doivent déterminer si les pilotes ont activé ces systèmes. Vous êtes prêts? On y va. Ils se tournent vers l'enregistreur de conversation du cockpit. Checklist de descente. Dégivrage. Pare-brise. Propulseur. Norme 7. Dans la phase d'approche, le commandant de bord et le copilote doivent passer en revue une checklist. L'un des éléments de cette checklist est la norme 7, qui correspond aux différents dispositifs anti-givrage présents sur l'appareil.
Les systèmes anti-givrage chauffent électriquement le pare-brise et les hélices. Mais les ailes sont équipées d'un dispositif différent, de type mécanique, appelé tablier dégivreur. Composé de boudins en caoutchouc, ce tablier s'insère dans le bord d'attaque des ailes. Lorsqu'il est activé, il se gonfle et se dilate pour briser la glace accumulée. La couche de glace est tellement dure qu'elle se brise, et le flux d'air la balaie. Pressurisation. Réenclenché pour atterrissage. Richard Rodriguez guette le moment où les pilotes activent le tablier dégivreur. Phare d'atterrissage. Activé. Intercommunication. Désactivé. Terminé. Ils ont tout fait sauf les tabliers dégivreurs. Pourquoi? Rien dans leur conversation n'indiquait qu'ils craignaient un givrage de l'appareil. Vous avez les données d'avant-vol? Les enquêteurs veulent savoir pourquoi les pilotes n'ont pas activé les systèmes embarqués qui auraient pu protéger l'appareil. Ils examinent les bulletins météo pour vérifier si l'équipage a été informé des conditions climatiques qu'il allait rencontrer. Les pilotes avaient bien reçu les bulletins météo de Cincinnati qui mentionnaient notamment des conditions de givrage dans la zone de Détroit. On pourrait avoir du givre. Ça alors, du givre en janvier. Ils savaient, mais ils n'ont pas activé le tablier dégivreur. Le tablier dégivreur n'avait apparemment pas été activé. Il fallait absolument qu'on sache quand il aurait dû l'être et pourquoi il ne l'avait pas été durant l'approche. Les enquêteurs savent que le vol Comair 3272 a subi des conditions de givrage dangereuses. Ils savent également que l'équipage n'a pas activé un système anti-givrage essentiel. Mais ils doivent découvrir pourquoi. Les pilotes auraient dû savoir qu'il y avait du givrage, ou tout au moins s'en douter. Les états de service des pilotes révèlent que Don Carlsen, le commandant de bord, officier depuis 7 ans chez Comair, et qu'il avait même contribué à établir des procédures de formation des pilotes pour la compagnie. Le commandant de bord était connu pour son respect des procédures. Kenneth Reese, le copilote, était également un professionnel chevronné, mais aussi un instructeur de vol certifié. Ces pilotes étaient qualifiés et ils avaient une grande expérience du pilotage dans le couloir du Midwest où les conditions de givrage sont fréquentes. Si du givre commence à se former sur vos ailes, vous faites quoi? Les enquêteurs interrogent d'autres pilotes de Comair sur la procédure à suivre en cas de givrage sur l'aile d'un avion. Vous faites quoi? Vous attendez. Vous attendez, ok? Quelle quantité? Ils nous ont répondu qu'ils attendaient que la couche de glace atteigne 65 à 125 mm avant d'activer le tablier dégivreur. C'est une information qui nous a surpris. Cette révélation suggère que chez Comair, des procédures dépassées concernant le givrage mettent les pilotes et les passagers en danger. Pourquoi attendre? Un pont de glace. Quand le tablier dégivreur a été inventé, il se gonflait à une pression très basse et restait gonflé un bon moment, ce qui faisait craindre aux pilotes que la glace ne se redépose sur le tablier gonflé, un phénomène appelé pont de glace. Le pont de glace était un risque avec les anciens systèmes de dégivrage qui se gonflaient et se dégonflaient lentement. Lorsque les pilotes activaient le tablier dégivreur trop tôt, la glace pouvait s'accumuler et former un pont qui dépassait la plage de gonflement du tablier. Ce phénomène pouvait rendre le dispositif de dégivrage inopérant. Mais les enquêteurs savent que les systèmes de dégivrage ont évolué. Le pont de glace ne constitue plus un risque pour les bipropulseurs. Sur cet appareil, le tablier dégivreur se gonfle rapidement, en moins d'une seconde. Il casse toute quantité de glace accumulée, puis il se dégonfle tout de suite grâce à une pompe à vide.
Donc le phénomène du pont de glace ne pouvait pas survenir sur cet avion. Voyons maintenant les manuels qu'utilisaient les pilotes. On voulait savoir quelle assistance l'équipage avait reçue, quelles instructions il possédait, les procédures qu'on leur avait enseignées en formation en cas de givrage. Comair, la compagnie, et Embraer, le constructeur, ont chacun conçu leur propre manuel de vol pour ce bipropulseur. En comparant les deux, les enquêteurs font une découverte étonnante. Quoi ? Ce qui nous a frappé, c'est que Comair recommandait à ses pilotes d'attendre que la couche de glace ait atteint une épaisseur importante avant d'activer le tablier des givreurs. Ces instructions nous ont surpris. Le manuel de Comair leur dit d'attendre. Le manuel de la compagnie indique aux pilotes d'attendre que la glace atteigne 125 mm avant de dégivrer. Mais le manuel d'Embraer recommande tout autre chose. Embraer dit d'activer le tablier au premier signe de givrage. Les documents relatifs aux conditions de givrage étaient ambigus. Et leur absence de cohérence était de nature à induire les pilotes en erreur sur la marche à suivre. Voyons ce qu'on peut trouver. Le crash du vol Comair est le premier cas d'accident fatal lié au givrage qui concerne un Embraer 120. Mais combien ont frôlé la catastrophe? Six en à peine 8 ans. Ça alors. Il y avait déjà eu 6 accidents impliquant un Embraer 120 et consécutifs à une perte de contrôle causée par le givrage. C'était énorme. Qu'est-ce que la FAA a fait depuis? La liste des accidents est troublante. Les enquêteurs s'interrogent sur les mesures prises par l'autorité de régulation de l'aviation américaine. La Federal Aviation Administration est chargée de définir les normes de sécurité du transport aérien. Richard Rodriguez découvre des détails troublants dans les archives de la FAA. Givrage, givrage, givrage. Des rapports, il y en a en tout cas. Les pilotes de Comair ne semblent pas les seuls à se référer à des procédures dépassées en matière de dégivrage. Et le régulateur pourrait être en partie responsable. On a commencé à comprendre qu'on n'était pas confronté à un manque de données, mais plutôt à une manière de penser installée de longue date dans le transport aérien, selon laquelle le pont de glace était un risque. En réalité, c'était un mythe. Dans l'aviation, les mythes ont la vie dure. Le moment était venu de briser le mythe. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de déterminer pourquoi Comair et Embraer ont fourni des instructions conflictuelles aux pilotes concernant le givrage. En fouillant dans les archives de la FAA, ils découvrent des documents troublants. Développer les moyens de prévenir le dépôt de glace. Une note de la FAA prouve que le régulateur était préoccupé par le problème du givrage. Activer le tablier des givreurs, c'est le seul moyen. Dans une version révisée du manuel de vol de l'Embraer 120, le constructeur indique clairement la nécessité de dégivrer rapidement. Activation du tablier des givreurs au premier signe de givrage. Embraer connaissait la solution. Pourquoi les pilotes de Comair n'étaient-ils pas informés? On pourrait avoir du givre. Ça alors, du givre en janvier. Les enquêteurs apprennent que la FAA a approuvé le manuel révisé d'Embraer, mais qu'une étape décisive a été ignorée. Le régulateur n'a pas demandé aux compagnies d'intégrer la modification. Beaucoup d'entre elles, y compris Comair, ne l'ont pas fait. Pourquoi ne pas l'avoir exigé? C'est du bon sens. La FAA possédait toutes les informations, mais elle n'a jamais officiellement édicté une norme officielle s'imposant à tous. Les enquêteurs du NTSB touchent enfin du doigt ce qui a causé l'accident du vol Comair 3272. Juste avant l'atterrissage, Les givrages. les pilotes entrent dans une atmosphère givrante.
Mais le commandant, qui suit les procédures de la compagnie, n'active pas le tablier des givreurs. Dégivrage non requis. RAS. Phare d'atterrissage. Activé. Les pilotes avaient l'air de savoir qu'ils étaient dans des conditions de givrage modérées. Mais conformément au manuel de vol, ils devaient attendre qu'une forte quantité de glace se soit accumulée. Comair 3272, réduisez vitesse 150. Le contrôleur demande à l'équipage de réduire sa vitesse. C'était une vitesse assez lente. On s'est donc demandé pourquoi ils avaient accepté sans poser de questions. Mais dans leur manuel de vol, il n'y avait rien de particulier qui aurait pu leur indiquer de ne pas descendre au-dessous d'une certaine vitesse en cas de givrage. Vitesse 150, Comair 3272. Si vous subissez un givrage et que vous réduisez votre vitesse, à un moment ou à un autre, vous pouvez arriver au point de décrochage. Comair 3272, virez à gauche, axe 090. Axe 090. Facteur aggravant, le pilotage automatique est activé. Le pilote automatique était enclenché. Il ne savait pas que la fine couche de glace commençait à affecter l'aérodynamique. Quand le pilotage automatique est en marche, les pilotes n'ont pas conscience de ce qui se passe tant qu'ils ne voient rien sur les indicateurs d'instruments. C'est le signal de vitesse faible. Le commandant a été le premier à voir l'anomalie. Je vois. J'augmente. Mais il est trop tard. L'aile gauche a déjà décroché. Très vite, l'avion a roulé sur la gauche. L'angle d'inclinaison de l'appareil est passé à gauche de 45 degrés à 140 degrés. Ce qui revient à passer sur le dos. À ce moment-là, on n'a plus aucun contrôle sur l'appareil. C'est à la grâce de Dieu. On est en piqué. On est en piqué. Quand le nez a piqué droit vers le sol, leur sort était scellé. Excusez-moi. Quel gâchis. Le NTSB attribue la responsabilité de l'accident à la Federal Aviation Administration. Le régulateur n'a pas établi de normes adéquates pour l'altitude à tenir en cas de givrage en vol. En fin de compte, nous avons estimé que la FAA n'avait pas pris d'initiative claire et forte pour rejeter le mythe du pont de glace. Le NTSB recommande que tous les pilotes soient informés de la nécessité d'activer le tablier des givreurs au premier signe de givrage. En l'occurrence, les pilotes étaient excellents et l'avion n'était pas du tout en cause. C'est très difficile de faire accepter ça aux proches des victimes quand vous parlez avec eux. Des centaines de vies ont été touchées. Aujourd'hui, on a les informations qui auraient pu éviter le drame.